Lundi 2 mars 2026, premier lundi du troisième mois de l'année. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session informative dont voici les titres. Il est célébré chaque 2 mars la journée mondiale du livre et que retenir de cette commémoration? Élément de réponse tout de suite. Nous parlons santé cette fois-ci. Le piercing est entre plus profondément dans les habitudes des jeunes depuis un moment en Afrique. Seulement, bon nombre de jeunes ne savent pas qu'il y a un danger lié au piercing. Nous en parlons dans ce journal parlé. Également, dans cette session informative, nous ferons un état des lieux du fonctionnement de l'autogare de Malanville. Restez des nôtres donc. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse ainsi que la chronique en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Les ouvrages hydrauliques réalisés dans le cadre de l'aménagement des bas-fonds par le projet Prima constituent un véritable levier de production agricole et de développement communautaire. La durabilité de ces infrastructures consiste plutôt à impliquer les communautés bénéficiaires à travers la mise en place de l'association des usagers d'eau, AVE, un mécanisme de gestion locale. Que comprendre de cette association et quel est son rôle? On écoute Oumarou Farouk Sogobi pour plus de précision. Il est membre de l'association des usagers d'eau de Moncassa. Lorsqu'on parle de l'AIE, c'est une association des usagers de l'eau. Elle regroupe tous les producteurs qui exploitent un même bas-fond aménagé. L'objectif est d'organiser l'utilisation de l'eau de manière équitable, d'assurer l'entretien des infrastructures et de prévenir les conflits liés à l'accès à l'eau. La mission de l'AIE, c'est d'organiser la distribution équitable de l'eau entre les producteurs. C'est ainsi de veiller à l'entretien régulier des ouvrages hydrauliques, participer aux travaux d'aménagement et de maintenance. Ces missions sont par ailleurs de prévenir et de gérer les conflits liés à l'utilisation de l'eau, de sensibiliser aussi les membres à une utilisation responsable et durable de l'eau. Notre rôle en tant que membre de l'AIE est d'assurer la pérennité des infrastructures et d'éviter toute dégradation. Dans ce cadre, le projet Prima vise à renforcer la productivité agricole et améliorer l'accès au marché tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles. Je vous invite à suivre cet extrait de Manassi Silas Odumburu, technicien en charge de l'aménagement des bas-fonds du Prima au sujet de la constitution des AUE. La constitution des associations des usagers de l'eau, des bas-fonds qui seront aménagés par le Prima a suivi un certain processus. Il y a été question quand même d'identifier les producteurs qui exploitent les bas-fonds qui sont concernés et de faire des désignations des représentants par catégorie d'usagers. Il faut noter d'abord que les bas-fonds sont utilisés par plusieurs catégories, et notamment les riziculteurs, les maraîchers, les pêcheurs, les producteurs d'autres cultures et bien d'autres, les transformatrices et bien d'autres. Donc ce sont ces catégories d'acteurs qui ont fait quand même une désignation en leur sein des représentants qui pourront faire partie de l'AIE. Après, une assemblée générale a été faite avec ces représentants pour faire une constitution du bureau suite à une élection. Après cela, une reconnaissance officielle de la mairie a été faite quand même par un arrêté communal. Et selon le technicien en charge des aménagements des bas-fonds, les associations des usagers d'eau du projet Prima jouent un rôle important dans la durabilité des infrastructures. C'est pourquoi il lance cet appel à l'endroit de tous les usagers. On l'écoute. Je vais prendre part à cette occasion pour d'abord remercier
tous les hommes qui constituent les associations des usagers de l'eau de nos différents bas-fonds. Parce que si le mari ne veut pas que sa femme vienne, elle ne pourra jamais venir. Je vais leur demander encore de faire plus d'efforts. Pour ceux qui sont encore un peu réceptifs, d'avoir confiance. C'est pas pour monter les femmes contre les hommes, non, mais c'est quand même pour permettre à la femme de se connaître, de se mettre en valeur. Puisque vous savez aujourd'hui le rôle que la femme joue dans la société, on ne peut pas l'estimer. La femme joue un grand rôle. Donc on va demander à ces chefs de ménage, à ces responsables de toujours nous accompagner sur cette lancée et de faire mieux, de ne pas se décourager. Ils verront que c'est pour la bonne cause, c'est pour le développement social et ça ira par la grâce de Dieu. Note éducative à présent, et je l'avais annoncé au début, lisez à votre façon. C'est le thème choisi pour la célébration de l'édition 2026 de la Journée mondiale du livre. Cette célébration vise à promouvoir le plaisir de lire l'édition et protection de la priorité intellectuelle. Elle célèbre le pouvoir des livres comme pont entre les générations et les cultures, luttant contre l'illettrisme et favorisant l'accès à l'éducation. En marge de cette célébration, la rédaction de Sota FM a interrogé un documentariste spécialiste des questions du livre. Et à la question de savoir c'est quoi le livre et pourquoi célébrer le livre, voici ce que répond Didier Jaurès-Voitan. Le livre, par définition, est un support de connaissances, d'informations reliées dans un format organisé. Pourquoi faut-il célébrer le livre? Oui, il faut célébrer le livre parce que le livre est un outil de transmission de connaissances, d'informations. À travers le livre, nous pouvons voyager sans nous déplacer, sans bouger d'un point A à un point B. À travers le livre, nous pouvons découvrir le monde. Nous pouvons savoir ce qui se passe dans le monde et autour de nous. Donc le livre est un outil universel d'éducation et de formation. Donc célébrer le livre, c'est de reconnaître la valeur et la place qu'occupe le livre dans le quotidien des hommes. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans acquérir les connaissances livresques. Nous ne pouvons pas nous cultiver sans faire recours au livre. Donc le livre est un instrument indispensable dans nos activités quotidiennes, que ce soit les activités professionnelles, familiales, tout le reste. Nous avons besoin du livre pour pouvoir savoir ce qui se passe. Parce qu'on dit souvent que tout est dans le livre. Et si l'on veut cacher quelque chose, il suffit seulement de le mettre dans un livre et l'on peut commencer par se perdre. Donc, c'est pour vous dire que tout est dans le livre. Donc, le livre mérite d'être célébré parce qu'il occupe une place importante dans nos quotidiens. Par ailleurs, notre source profite de l'occasion pour expliquer l'importance du livre aux apprenants ainsi qu'aux citoyens lambda. Extrait des propos de Didier Jaurès-Voitan. Qu'est-ce que le livre en milieu scolaire? Je dirais simplement que le livre, c'est un instrument pédagogique, un instrument d'appui à la formation des apprenants. Aucun apprenant ne peut acquérir de nouvelles connaissances sans passer par le livre. Il faut forcément faire recours au livre. Il faut forcément faire des recherches documentaires à travers les livres pour pouvoir enrichir ses connaissances. Donc, en milieu scolaire, le livre est un instrument pédagogique, un instrument d'accompagnement, de transmission du savoir pour l'enseignant, parce que l'enseignant a besoin de la documentation, a besoin du livre pour pouvoir transmettre la connaissance, le savoir à ses apprenants. Donc, le livre accompagne l'élève dans l'apprentissage, dans l'acquisition de la connaissance. Il aide ce dernier à acquérir des compétences liées à son domaine de formation. Il lui permet à l'apprenant d'enrichir ses connaissances et lui permet d'avoir un esprit critique. C'est vrai qu'en dehors du milieu scolaire, le livre apporte une plus-value à l'humain. Je pourrais citer par exemple que le livre nous aide à nous développer en ce sens que le livre permet de nous grandir intellectuellement. Le livre nous permet d'enrichir nos connaissances, nos vocabulaires. Donc le livre continue toujours d'être nos compagnons fidèles dans nos activités quotidiennes, même si nous ne sommes pas des apprenants.
Occasion pour le spécialiste des questions du livre de laisser un vibrant message à l'occasion de l'édition 2026 de la Journée mondiale du livre. On écoute Didier Jaurès-Voiton. Un message en cette Journée mondiale du livre, je souhaite vivement que le livre soit notre compagnon fidèle, car à travers le livre, on peut découvrir de nouvelles connaissances. On peut se cultiver et savoir ce qui se passe autour de nous. On peut se divertir à travers le livre. On peut oublier les soucis à travers le livre. On peut s'évader. Donc, que le livre soit notre compagnon indispensable pour apprendre et grandir. Parce que on ne finit jamais d'apprendre. Peu importe l'âge, la connaissance, la quête de la connaissance s'octroie quotidiennement. Il n'y a pas d'âge pour acquérir de connaissances, pour chercher une information. Donc, puisque l'information se trouve dans les livres, alors nous devons aller vers les livres pour nous cultiver, pour nous développer intellectuellement. Peu importe notre âge, que l'on soit enfant, jeune, adulte ou vieux, nous devons reconnaître qu'il faut forcément aller vers les livres pour découvrir des connaissances. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci, nous parlons santé. Longtemps considéré comme un simple effet de mode, le piercing est aujourd'hui très répandu chez les jeunes. Pourtant, derrière l'aspect esthétique se cachent des risques sanitaires souvent méconnus. Que peut-on comprendre du piercing? Suivez les explications du CERAMS de la zone sanitaire Malanville-Karimamon, Nabil Moussa. Le piercing, c'est un acte qui consiste à percer la peau ou une muqueuse du corps et d'y insérer un bijou. Généralement, c'est des anneaux, des barres ou bien des clous. Les zones souvent les plus fréquentes où les piercings se font, c'est le nez, la langue, le nombril, le sourcil ou même la lèvre. Même s'il est souvent perçu comme un acte vraiment esthétique ou culturel, le piercing reste un acte vraiment invasif qui comporte beaucoup de risques. Le principal danger du piercing reste l'infection. Dans des conditions d'hygiène défaillantes, cette pratique peut exposer à des maladies transmissibles. C'est ce que laisse entendre Nabil Moussa, CERAMS de la zone sanitaire Malanville-Karimamon. Les principaux risques liés au piercing, c'est généralement les signes qui vont vous alerter que vraiment vous êtes en train de faire une infection suite à ce piercing. C'est généralement les rougeurs remarquées au lieu de piercing, les douleurs qui persistent ou qui ne finissent pas, des gonflements, des écoulements de pus et même des fièvres dans certains cas graves. En dehors de ces infections-là, il y a également des réactions allergiques. Il y a certaines personnes qui sont allergiques aux métaux. Or, c'est un métal qu'on prend pour percer la partie voulue avec. Il y a certaines personnes qui sont allergiques et de ce fait, ça leur donne des réactions allergiques. Il y a également des cicatrices anormales que généralement les piercings donnent. Vous allez remarquer chez certaines personnes qui ont fait des piercings et qui ont raté des formations de kéloïdes. C'est des cicatrices souvent épaisses et volumineuses au niveau du piercing. Ces cicatrices sont permanentes après retrait du bijou. Autre risque, c'est les saignements ou les lésions. Les saignements ne s'arrêtent pas en faisant le piercing. On peut atteindre un nerf. C'est souvent rare, mais c'est quand même possible. Ce n'est souvent pas bon pour la santé. Autre risque, c'est le risque de contamination des maladies transmissibles comme l'hépatite B, l'hépatite C ou même le VIH-Sida. Voilà autant de risques que nos jeunes sœurs courent en faisant le piercing. Derrière la mode et l'esthétique, il existe des risques réels. Le piercing peut être une forme d'expression personnelle, mais il ne doit pas être pris à la légère. Écoutons Nabil Moussa. Pour éviter quand même ces infections-là et les différentes complications liées au piercing, il faut d'abord, avant de faire le piercing, choisir un professionnel qualifié. Quand on prend par exemple les enfants qui naissent à l'hôpital, les sages-femmes sont des personnes formées, qualifiées pour faire le piercing à l'oreille. Et le suivi post-piercing est très bien fait. En dehors de ce choix de personnel qualifié, il faut également vérifier que le matériel avec lequel on veut faire le piercing est vraiment
stérile et à usage unique. On ne doit pas faire un piercing à 2 personnes avec un même matériel. Comme autre précaution à prendre, c'est d'éviter les piercings faits à domicile et choisir un bijou en acier chirurgical, titane ou en or. Mais c'est surtout pour les personnes qui sont allergiques aux différents métaux. Après le piercing, il faut soigneusement se laver les mains avant de toucher la zone percée pour éviter les risques d'infection. Nettoyer 1 à 2 fois par jour avec un antiseptique recommandé. C'est pour cela que ce piercing doit être fait par un professionnel de la santé. Ne pas également manipuler inutilement le bijou. Éviter également la piscine et les eaux sales pendant la cicatrisation. Ces endroits peuvent être des sources d'infection et quand même respecter le temps de cicatrisation qui peut durer plusieurs jours à pourquoi même plusieurs semaines en fonction de l'organisme de tout un chacun. Avant de se faire percer, il est essentiel de bien réfléchir et d'assurer que toutes les conditions de sécurité sont réunies. Occasion pour le CERAMS de la zone sanitaire Malanville Karim Maman de prodiguer quelques conseils aux personnes qui s'adonnent à cette pratique. Nabil Moussa, qu'on écoute. Comme conseil que je vais donner aux jeunes sœurs, aux jeunes frères qui veulent faire le piercing, c'est d'abord de bien réfléchir avant de faire ce choix-là. Parce que le piercing, ce n'est pas seulement un effet de mode, mais c'est quand même un choix de vie à long terme. C'est des trucs qui ne s'effacent pas. Une fois que tu le fais, c'est parti pour toute la vie. Le deuxième conseil, c'est de ne pas le faire sous pression des amis. C'est pas parce qu'un ami a fait un piercing que je suis obligé de le faire. Et éviter également de multiplier les piercings en même temps. Faire un piercing aujourd'hui à l'oreille, demain dans les narines, après demain au niveau des nombrils, non, c'est pas une bonne chose. Comme dernier conseil, c'est que en cas de douleur intense, de gonflement important ou en cas d'écoulement de puits, c'est de consulter rapidement un professionnel de la santé. Il y en a assez dans nos formations sanitaires. Pour résumer, le piercing peut sembler simple, mais il nécessite des conditions d'hygiène strictes et un bon suivi. Une décision réfléchie et des soins appropriés permettent de réduire fortement des risques. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons prendre une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Et c'est le dernier volet de l'information. La gare routière constitue un point stratégique pour les voyageurs, les transporteurs et les usagers. À Malanville, le respect du fonctionnement de l'autogare est important et essentiel pour garantir l'ordre et la sécurité, puis la fluidité des départs et arrivées. C'est ce que confirme l'un des responsables de la gare routière de Malanville qui fait un état des lieux du fonctionnement de ce bien public. Écoutons Ibrahim Maïkoto. Depuis l'ouverture de la gare routière, les choses se passent normalement, surtout les chargements. Les chargements se passent normalement. La majorité des véhicules sont rentrés sur la gare routière. Ils chargent sur la gare routière. Mais c'est une corporation où on ne manque pas des brebis galeux. Il y a certains qui jusqu'à présent n'ont pas intégré la gare routière et en tout cas on les a fait appel pour les ramener à l'ordre. Très souvent ceux-là, c'est au cours de la nuit lorsque tous les responsables des gares routières sont rentrés, ils font leur chargement vers Boulanga et autres endroits. Nous les avons appelés puisque nous avons constaté qu'ils ne sont pas sur le terrain avec nous. Puisque nous connaissons tous les véhicules. S'ils n'ont pas cessé, nous allons passer à la répression maintenant. Quand on va les constater, on va appeler la police, on viendra les chercher. Le chargement se fait par ordre d'arrivée. Quand on dit une gare routière, dès que le chauffeur rentre dans la gare routière, la première des choses à faire, il va s'adresser à la guérite. Il y a un ticketier qui est dans la guérite. Ce dernier, c'est lui qui va lui placer son tour de la ligne qu'il veut charger. Si c'est Cotonou, Parakou, dès qu'il vient, on lui fait le ticket, on écrit l'heure d'arrivée, l'immatriculation du véhicule et la destination qu'il préfère là. On mentionne tout ça sur le ticket. Le bon fonctionnement de la gare routière de Malanville dépend de la discipline et du civisme de tous. Lorsque chacun joue sa partition, c'est toute la communauté qui en bénéficie. On écoute le secrétaire administratif de l'autogare de Malanville, Ibrahim Maïkoto. Quand les clients rentrent sur le parc, il y a les racoleurs qui vont vers les clients. Chaque ligne a ses racoleurs. Les racoleurs de la ligne de Cotonou, Parakou, Djougou, Kandi, Banikwara, etc. Donc, dès qu'ils vont vers les clients maintenant, chacun prend les passagers qui vont vers sa direction et ils vont s'entendre, ils vont
charger les véhicules. Puisque toutes les lignes ont leurs véhicules qui sont là, je fais appel aux chauffeurs qui n'ont pas encore compris l'ouverture de la gare routière, puisque certainement il doit en avoir, surtout ceux qui ne sont pas du milieu. Quand nous les appelons que la gare routière de Malanville est fonctionnelle. Il n'y a plus de chargement hors parc. Tout taxi qui viendra dans la commune de Malanville n'a qu'à rentrer sur la gare routière. Et c'est là que se font les chargements. On ne veut plus voir aucun véhicule dans les rues. Tout se fait dans la gare routière. Les déchargements, les chargements, tout se fait dans la gare routière. Il y a des sanctions que nous prenons à l'encontre de ceux que nous trouvons sur les bordures de la voie. D'abord, on les ramène, on les prend, on les ramène, on les conduit sur la gare routière. Le chargement qu'il a fait, on le décharge. On met ce chargement à un véhicule de tour. Lui, on le retient. Ça dépend de son comportement. S'il a été respectueux à notre égard, on peut le tenir du matin jusqu'au soir. On va le bloquer, il ne va pas charger. Quand le tour va arriver au sommet, il va charger et partir. À présent, mesdames, messieurs, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Waroucheou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Nouveau mois, nouvelle semaine, nouvelle actualité. Démarrons avec cette opération de lutte contre la cybercriminalité au Bénin. La Boussole, le Télégramme, le Matinal et bien d'autres publications rapportent un vaste coup de filet du Centre national d'investigation numérique. Une opération d'envergure nationale a abouti à l'interpellation de 56 individus présumés impliqués dans des activités d'escroquerie en ligne, écrit le Télégramme. Dans les détails, la Boussole renseigne que les arrestations ont concerné 19 suspects à Komé, 14 à Parakou, 13 repartis entre Porto Novo, Semepoji et Misrete, ainsi que 10 à Abomey et Boycon. Cette répartition, analyse le journal, met en évidence l'implication diffuse des réseaux de cyberescroquerie désormais présents aussi bien dans les grandes villes que dans les centres urbains secondaires. En plus des arrestations, le Matinal complète que cette opération a permis de mettre la main sur un impressionnant arsenal logistique utilisé par les réseaux criminels pour les activités d'escroquerie en ligne. Les enquêteurs ont saisi de nombreux équipements, notamment des ordinateurs portables, ainsi qu'une quantité importante de smartphones et de téléphones mobiles qui constituaient des outils de travail privilégiés des suspects, précise le Matinal. Pendant ce temps, dans la suite, affaire coup d'état de jouer au Bénin, Dabaro rapporte que Pascal Tigri et 8 autres personnes sont activement recherchées. Oui, confirme Dynamis Info, les services de sécurité et les structures judiciaires compétentes ont intensifié les recherches afin d'identifier, localiser et interpeller les personnes soupçonnées d'être impliquées dans le coup d'État manqué du 7 décembre 2025. Dans cette dynamique, écrit mon confrère, la tête de Pascal Tigri et 8 autres individus activement recherchés a été mise à prix. Une forte récompense est promise, précise le journal. Sans commentaire dans le reste en note politique, le potentiel Fraternité Matin Libre d'Abaro et le Matinal rapporte que pour la présidentielle d'avril 2026, plus de 300 mouvements se mobilisent pour le duo Wadaï-Talata. En effet, hier dimanche 1er mars, dans un hôtel à Cotonou, une plateforme regroupant plus de 300 mouvements et leaders engagés derrière Romiad Wadaï et sa colistière Mariam Chabi Talata a tenu une rencontre de coordination. L'objectif, précise la publication, est de couvrir tout le territoire national et de pousser les électeurs aux urnes le 12 avril prochain. Alors, déduit en manchette Fraternité, plus de 300 mouvements se mobilisent pour un taux de participation de 75%. Et en attendant donc le 12 avril, le même journal, c'est-à-dire Fraternité, s'inquiète suite à la guerre au Moyen-Orient. Le journal de Ménotin voit l'énergie en danger, car, explique la Boussole, avec le nouveau conflit au Moyen-Orient, on s'achemine vers une crise pétrolière mondiale. Le déclenchement de l'opération militaire conjointe des États-Unis d'Amérique et d'Israël contre l'Iran ouvre une séquence géopolitique dont les conséquences dépassent largement le cadre régional. Mon confrère redoute une crise énergétique d'une ampleur comparable, voire supérieure au choc pétrolier des années 1970, tant les infrastructures et les routes maritimes sont exposées. Les pays du tiers-monde en première victime, compatit le canard. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM.
Mesdames, Messieurs, voilà qui vient mettre un terme à cette randonnée informative. Merci de votre fidélité. À la présentation, Dokas Orisha, mise en nom de Aboubakar Doko, à l'édition Inoussa Karim. Suivez tout juste après nous la chronique de Alassane Sanebio. Bonne suite à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Ainsi, le pays fonctionnait enfin sans l'opposition. On est tenté de le dire parce qu'au Bénin, on a toujours eu des regroupements d'opposition au pied d'argile. Ils fondent une coalition le matin et le soir ils se cassent. Leur projet n'a d'effet que le temps d'un feu de paille. Ils claquent la porte telle qu'ils y entrent. La dernière en date est le parti Grande Solidarité Républicaine GSR qui a quitté le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Comme Antoine Guédou, président de ce parti qui accuse les démocrates de violation permanente des textes régissant le Front pour la restauration de la démocratie, ils sont nombreux à ne jamais manquer de raisons pour justifier leur nouvelle position. Le mouvement populaire de libération MPL avait fait pareil. Ils embarquent le peuple dans un espoir sans lendemain. À l'approche des échéances majeures, ils deviennent des impangés qui vont d'arbre en arbre à la recherche de fruits mûrs. Une stratégie politique normalement révolue, mais qui continue d'être entretenue par la race nostalgique des pratiques de l'époque. Des pratiques qui nourrissent ses auteurs, parce que le pouvoir est souvent accro de ces événements qui fragilisent ses adversaires. Il en est généralement l'instigateur dans des cas donnés. Mais la plupart du temps, ce sont les auteurs eux-mêmes qui cherchent à s'effrayer le chemin pour rejoindre les rangs. Ils sont guidés par le ventre. Le peuple se voit fatigué de cette routine qui le piétine sans pitié, puisque dans l'environnement actuel, il ne compte que sur cette opposition pour faire entendre sa voix. Et quand ce credo le transforme en incrédule, son existence ne vaut plus la peine, parce que toute la force de l'opposition repose sur ce peuple devenu orphelin. Le pouvoir en place a beau faire ce qu'il a à faire, mais il aura toujours des manquements. C'est pourquoi, à défaut d'une société civile agissante, il faut l'opposition pour peser tout au moins dans la balance. Aujourd'hui, le peuple est sans repère et regarde les politiciens en spectacle sans animation. Même si vous n'avez pas la possibilité de participer à un scrutin, ce qui ferait votre force et forgerait votre dignité pour les victoires prochaines, c'est votre capacité à rester soudé derrière votre conviction. Mais quand vous évoluez au gré du vent pour tout reprendre à zéro à chaque instant, votre vie ne vaut plus la peine. Il vaut mieux rester dans un régime sans opposition. Là, le peuple serait moins stressé. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence